Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Taverne du Gamer, je suis Sid, accompagné de Kira. Comment vas-tu, mon cher Kira, cette semaine ? Bonjour Sid, bah écoute, ça va très bien, bonne semaine, je me suis remis un petit peu à jouer, tu vois, après une petite pause de quelques semaines. J'ai commencé Days Gone suite à une recommandation auditeur. Très bon jeu. Donc je suis déjà à 6 heures de jeu et pour l'instant je m'amuse beaucoup, c'est vrai. J'ai également fait un peu de coop sur le jeu Crime Boss qui est sorti il y a quelques temps, un jeu à petit budget et qui avait été très mal noté. J'étais pas super emballé, puis en fait on passe d'excellents moments dessus, on s'est vraiment marré et je dois être aussi à 4-5 heures de jeu, je pense, voire un petit peu plus sur celui-ci. Ça peut faire une petite chronique sympa, ça, hein, un peu différent. Ouais, je vais voir justement parce que il y a des trucs vraiment sympas. En plus, il est dans le PlayStation Plus extra. Donc pour les gens qui ont l'abonnement, je pense que c'est l'occasion. Tout seul, vous avez un mode solo, mais dès que vous allez jouer à plusieurs, c'est là que ça prend tout son sens. Donc non, vraiment, pour l'instant, je me marre bien en tout cas, avec une certaine difficulté et tout. Je me suis remis, je te l'avais dit, sur Full Metal Alchemist Brotherhood que je continue. Oui, carrément doucement. Génial. Voilà, doucement mais sûrement. Et donc ça m'a déjà bien occupé cette semaine. Ah si, j'ai vu The Marvel qui était nul à chier, vraiment. J'ai hésité à en faire une chronique cette semaine, mais je me suis dit non, je vais pas m'infliger ça. T'avais pas envie de déverser de la haine dans notre épisode? Ouais, non, j'avais pas envie. Chill. Il y avait eu trop de haine déjà sur les réseaux sociaux dernièrement, donc on part sur des trucs, trucs tout choupettes quoi. Tout choupette, tout kiki. Et toi, raconte-moi ta semaine. Alors tu vas être époustouflé par ma semaine. J'espère que vous êtes bien assis dans votre canapé. J'ai pas fait grand chose puisque j'ai travaillé, donc voilà, ça a été beaucoup moins productif que toi, bien que, à part toujours un peu de Death Stranding, dès que j'ai 5 minutes, je livre des colis, voilà, je m'éclate quoi. Et Golden Sun, ouais, éclate, c'est pas vraiment le mot, mais ouais, tu livres des colis quoi. Je livre des colis et Golden Sun, je disais, donc j'arrive, là je m'éclate, j'arrive au bout, c'est vraiment très très chouette. Golden Sun, c'est un très grand jeu sur la Game Boy Advance, et sinon j'ai pas fait grand chose d'autre. Mais, si quand même, on a préparé un épisode, ça prend du temps, voilà, ça nous occupe. Ça prend du temps, tout à fait. Notre temps libre, on le passe aussi là-dessus, donc peux-tu nous donner le sommaire de la semaine, Kira ? Alors oui, cette semaine, il y aura 2 news, car je n'étais pas spécialement emballé par les autres, donc on a fait 2 news. Une qui va être un peu plus dense, c'est sur Xbox et le Game Pass. La seconde, c'est plus un doudou pour moi, c'est sur Planet Coaster 2, donc j'en parlerai tout à l'heure. Ensuite, c'est le test du Seigneur des Anneaux Return to Moria. C'est toi qui vas t'y coller cette semaine. Et au niveau du sujet hors sujet, c'est Vice Versa 2. Donc je vous l'avais dit la semaine dernière que je l'avais vu, j'hésitais à faire un HS, donc je fais un HS. Voilà. Eh ben écoute, je te propose qu'on aussi pareil, on a une nouvelle petite habitude qu'il faut qu'on arrive à intégrer. S'il vous plaît, Kira, peux-tu dire à nos auditeurs qu'est-ce qu'ils doivent faire pour nous soutenir ? On nous pose tout le temps la question, tellement qu'on doit le dire en début d'épisode maintenant, mais comment on peut soutenir la taverne ? Alors, vous pouvez soutenir la taverne déjà en nous écoutant, ça c'est très gentil, en partageant les épisodes sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook et en gros tous les réseaux sociaux quoi, et notre site internet bien sûr. Mettez 5 étoiles sur les applications de podcast, ça nous aide beaucoup. On a eu encore des petits commentaires très sympas et pas mal de 5 étoiles qui sont arrivés. Donc mine de rien, ça nous aide pour le référencement et puis ça nous permet aussi d'avoir des nouveaux auditeurs, des nouveaux passionnés avec qui parler dans la bonne ambiance quoi. Et j'ai un petit tips pour vous. Je rigole d'avance pour ce que je vais dire. Mais si par exemple vous êtes Apple, comme nous on a des iPhones, on peut mettre 5 étoiles sur l'application d'Apple et laisser un petit commentaire. Mais en même temps, vous savez, vous pouvez télécharger Spotify, Deezer et mettre 5 étoiles sur plusieurs applis. Ça c'est pas mal, voilà, c'est cadeau. Ça s'appellerait pas de la gruge un peu ? C'est cadeau, c'est mon petit tips. Non, en vrai j'ai rien dit. Surtout ne faites pas ça, voyons quand même. Clin d'œil. Clin d'œil. Non voilà. Non, je plaisante. Et évidemment, on reste fair play, voilà, en toute occasion. Bon, je te propose qu'on attaque après ces digressions, ça commence déjà très fort. On attaque ? On attaque. Allez. Donc on va parler d'Xbox, du Game Pass. Donc rappelons quand même avant de déverser des petits arguments
un peu contre le Game Pass et l'augmentation tarifaire, on y reviendra. C'est un excellent service qui propose pléthore de jeux, et j'ai même plus le nombre de jeux tellement que c'est énorme. Et les personnes qui sont abonnées, ils sont souvent extrêmement contents. Mais le mai a pas tardé à arriver. C'est vrai qu'il y a une augmentation tarifaire qui a été annoncée cette semaine. Je passe vite sur les détails. Donc c'est le Game Pass Ultimate qui prend 3€, donc une hausse de 20%. Il passe de 14,99€ à 17,99€. Le Game Pass console, lui, disparaît au profit d'un Game Pass standard où on n'a pas encore le prix, je crois, on sera aux alentours de 11-12€, qui lui ne détient pas, c'est une des nouveautés qu'on va davantage développer parce que c'est ça qui est plus intéressant, lui ne détient pas le Day One, donc les jeux ne sortiront pas de Day One dans cette formule, à savoir par contre au bout de combien de temps, si c'est 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, ça va forcément jouer. Voilà, délai, quoi. Ça va forcément jouer dans la balance. Le Game Pass Core qui passe à 70€. Donc je pense qu'il est l'équivalent du PS Plus essentiel pour jouer en ligne avant tout. Les joueurs PC, ils prennent 3€ aussi dans la vue, et les nouveaux tarifs sont, c'était il y a 2 jours, donc le 10 juillet. C'est les nouveaux tarifs pour les nouveaux arrivants, et les anciens abonnés, le changement tarifaire se fera au 12 septembre. Donc que dire ? C'est ça c'est un fait, ça augmente. Si on analyse un peu la situation, je trouve pas. En fait, c'est pas le fait que ça augmente que je trouve c'est gênant. Moi, je comprends que ça augmente parce qu'on sait qu'Xbox n'atteignent pas du tout les objectifs qu'ils souhaitaient, des objectifs délirants, très ambitieux, et ils sont très loin dessous. Donc le service potentiellement atteindrait une sorte de plafond de verre, ou en tout cas la croissance ralentit, et on sait qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là. Netflix, Amazon, Xbox ne sont absolument pas les premiers à faire ça, donc voilà, un petit peu pour leur défense et leur crédit. C'est quand les nombres d'abonnés n'augmentent plus, pour générer de la croissance et générer le chiffre d'affaires, on augmente les prix. C'est un peu le jeu. Par contre, moi, ce qui m'ennuie davantage, et c'est peut-être là-dessus qu'on sera d'accord ou pas, mais Xbox avait promis après le rachat d'Activision Blizzard King, encore une fois ils ont fait une promesse qui n'a pas été tenue, de ne pas augmenter le tarif, et ça fait la deuxième augmentation en 1 an, puisque ça avait déjà augmenté en juin 2023. Donc moi c'est ça qui me gêne, c'est cette augmentation dans le contexte post-rachat où ils avaient promis aux joueurs de ne pas les faire taxer, et finalement c'est les joueurs qui vont payer le rachat. Et aussi, là maintenant, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui justifie l'augmentation ? Il y a pas de jeu, pas de gros jeux qui sortent sur le Game Pass. On est dans la pire période creuse, si je puis dire, de jeux vidéo. Voilà, ce serait sorti plutôt en fin d'année avec les grosses sorties, le Game Pass qui sort Indiana Jones. J'aurais davantage compris. Mais ma déception, elle est davantage là. Comment tu te positionnes, toi, du coup, Kira, vis-à-vis de ça ? Alors, je suis d'accord avec toi, comme tout bon politicien, Microsoft a menti. Ils ont dit qu'il n'y aurait pas d'augmentation, finalement il y a une augmentation, donc oui, on sent la quenelle. Pareil, je vois pas de justification à cette augmentation, au point que j'hésite, moi, à suspendre mon Game Pass en attendant que des gros jeux sortent, en fait, tout simplement. Ou pourquoi pas changer ma méthode de consommation et racheter des jeux comme avant, donc limiter les jeux, j'en achète déjà beaucoup, mais du coup, est-ce que c'est nécessaire d'avoir le Game Pass toujours avec un tarif comme ça ? Ça reste encore abordable, je dis pas, mais au final, moi ce qui me gêne, c'est que c'est une sélection de jeux, on m'impose du coup des jeux, et je me dis peut-être que je devrais garder cet argent pour acheter d'autres jeux, pourquoi pas des promos ou des remises par la suite. Et tu as raison, parce que l'offre est quand même... Donc, ça commence à faire un petit billet, 18€ par mois. On est sur du plus de 220€ à l'année, je dirais, 215, 200. Après, il y a toujours des combines avec Instant Gaming où on peut payer moins cher sa carte sur le trimestre. Donc, ça reste, on va dire, peut-être aussi intéressant, mais ça va augmenter également de ce côté-là, c'est sûr. Et aussi, tu as donné un très bon argument. Là, je fais vraiment le défenseur, mais... je défends pas évidemment l'augmentation de prix, et je suis pas consommateur de services non plus. Mais... tu as donné un argument qui est un des plus importants, on peut se désabonner quand on veut. Donc là, franchement, le truc est monté à 18 balles. Voilà, si j'étais abonné, je pense que je stopperais. Indiana sort, je me réabonne un mois, je finis le jeu, je me désabonne, parce que de toute façon, là, je considère qu'au contraire de la politique d'Xbox, ils ne méritent peut-être pas autant de fidélité sur la durée, rester abonné histoire de rester abonné pour soutenir la cause.
Bon, bah, je pense que là, voilà, c'est pas le moment d'être trop gentil non plus. Mais tu as donné un très bon argument de consommation, en tout cas moi qui me parle. Et d'ailleurs, moi je me suis désabonné. Là, on parle de PlayStation, mais j'ai fait pareil avec. On parle d'Xbox, pardon, et j'ai fait pareil moi personnellement avec PlayStation, où je me suis désabonné. J'ai gardé que l'essentiel parce que je me rends compte que de toute façon, en plus les services, c'est plus vraiment la façon dont je consomme le jeu vidéo. J'ai beaucoup moins de temps aujourd'hui. Je préfère me consacrer à un gros jeu, voire deux en même temps. Et basta. Moi, le Game Pass aujourd'hui me serait d'absolument aucune utilité, quoi. Surtout que tu es beaucoup sur la route, tu vas souvent à Rouen le week-end, donc c'est vrai que ça peut jouer. Très très bien placé, bravo. Donc oui, c'est vrai, ça joue. Ma Switch me quitte pas du coup. Et là où je voulais faire une petite digression, Kira. Digression ? Instant philosophie. Je pense que le débat va t'intéresser. Game Pass avant, c'était Game Pass égale Day One. Maintenant, on sait que Game Pass, ça veut pas forcément dire Day One. Donc Day One, ça veut dire que le jeu, au moment où le jeu sort, il est tout de suite disponible dans ce service à abonnement à la Netflix. Dès le premier jour, oui. Voilà, dès le premier jour. Ça, c'est une notion qui disparaît. Et j'ai envie de te dire, là, c'est mon analyse des choses. Pareil, tu me diras. Mais je trouve que de toute façon, l'argument du Day One n'en est finalement presque plus un, parce que moi, presque pareil, je me force à plus consommer les jeux Day One, et je vais expliquer pourquoi. Les patchs multiples qui sortent pour fixer les jeux qui déconnent à cause des bugs, Cyberpunk, le manque de contenu, des fausses promesses ou des jeux pas totalement finis, on peut citer Redfall, Starfield, les DLC, voilà, c'est très dur de se remettre dans un jeu une fois que 2 ans passés où des DLC sortent, on peut citer Elden Ring où c'est compliqué, le New Game Plus qui sort après, on l'a vu dans Callisto Protocol, on l'a vu dans Stellar Blade, donc j'ai essayé de brasser un peu large pour dire que c'est pas que Xbox, mais je le dis, moi franchement, encore une fois, là aussi, mon habitude de consommation a changé parce que les jeux sortent en kit. Et ben moi, le Day One, aujourd'hui, me fait plus rêver. J'ai plus envie de jouer à un jeu Day One. Je préfère attendre 6 mois, 1 an et que mon jeu soit nickel. J'ai fait ça sur Cyberpunk. J'ai passé un excellent moment. Je l'aurais fait Day One. J'aurais cassé ma console, je pense. Ça, moi, je suis pas tout à fait de ton avis, parce que moi je consomme vraiment différemment. Moi, un jeu Day One, ça me fait encore quand même rêver quand c'est des jeux que j'attends vraiment beaucoup. C'est vrai que certains titres, pour éviter les spoils par exemple, ou même tout simplement la hype qui donne vraiment envie d'y jouer, c'est quelque chose qui me motive encore. Et c'est vrai que la partie Day One dans le Game Pass, c'était quand même un sacré argument au départ, surtout si ce qui était prévu initialement, c'était qu'il y ait beaucoup de jeux, ce qui n'a pas été vraiment le cas du coup, mais au final ça permettait de jouer à plusieurs jeux à moindre coût et de les avoir directement, surtout s'il y a des modes coop pour jouer avec ses amis ou des choses comme ça, tu vois. Là, c'était quelque chose d'intéressant. Et à côté de ça, on va retrouver d'autres plateformes comme Ubisoft, qui a son propre service d'abonnement et qui va mettre Star Wars Day One, c'est-à-dire pour 15€, vous pourrez jouer à Star Wars le mois de sa sortie, en fait. Donc, est-ce qu'au final, le fait de retirer le Day One, ou pas, on ne sait pas encore, mais ça serait pas se tirer déjà une balle dans le pied, concrètement. Et l'autre point, je pense que le Day One, ça fait encore rêver beaucoup de gens. Bon, essentiellement pour les jeux, on va dire annuels, Call of Duty, FIFA, enfin moi maintenant c'est plus FIFA, mais c'est eSport FC. Même GTA, oui. Mais voilà, mais à côté de ça, moi c'est vrai qu'il y a certains jeux que j'attends cette année, que je vais faire Day One. J'ai même commandé des versions collector. Je sais que quand le Metal Gear va sortir, je vais pas attendre un an pour y jouer. Je vais vraiment m'y mettre direct en fait. Donc ce que je sens que j'ai une très très grosse hype. Donc pour moi ça marche encore. Et même si sur certains jeux j'attends et je suis content d'avoir attendu, sur d'autres jeux, encore une fois il y a ce côté précieux quoi. Comme quand on va voir une nouveauté au cinéma qu'on attend depuis très longtemps, tu vois, j'aurais pas attendu de voir Dune sur ma télévision, même si mon Master 4K de mon Blu-ray est très bien, je l'ai vu 4 fois au ciné, j'ai kiffé, et je l'ai vu avec toi, non on l'a pas vu ensemble, Dune 2, c'était le premier, mais je l'ai vu dans la première semaine de sortie, toi tu l'as vu le jeudi, moi je l'ai vu le dimanche quoi, donc c'est vrai que je pourrais pas attendre pour certaines choses en fait. Ouais, après, mon contre-argument, c'est Final Fantasy VII Rebirth que j'ai fait tout de suite. Mais Stellar Blade, par exemple, j'ai attendu 4 mois, 5 mois qu'ils sortent le New Game Plus, qu'ils fassent les patchs. Donc, sur les très grosses sorties d'attente, ouais, j'adhère complètement et je continuerai à le faire. Mais pour le reste, vraiment, moi, je te dis, en train de changer complètement mon braquet en termes de consommation de jeux. Moins de jeux. Je sélectionne plus qualitatif, j'attends vraiment que le jeu soit nickel et je me lance, à part les cas où tu as donné en effet un exemple de jeu coup de cœur. Mais
Mais ça s'entend, et peut-être que les joueurs comme toi, vous êtes encore très largement majoritaires et vous casquez direct le jeu dès qu'il sort. Mais moi, en tout cas, je suis beaucoup plus sur la réserve aujourd'hui. Donc cet argument du Day One, moi, me séduit en tout cas, comme je disais, beaucoup. Après, il y a un autre point également, c'est le fait que le jeu sorte Day One sur une plateforme. Est-ce que c'est pas une forme de pression pour les éditeurs ? Oui. On se rappelle tous de Redfall ou de Starfield, même de Halo. Et en fait, au final, est-ce qu'on n'a pas joué à des early access sur ces jeux-là ? Parce que maintenant, les jeux sont très stables, ils font des nouveautés, des mises à jour. Enfin, j'ai relancé Starfield l'autre jour, ils ont changé tellement de trucs, il y a pas mal de choses que je n'ai pas reconnues. Voilà, donc est-ce que c'est aussi une possibilité de faire des jeux plus finis ? À voir. En tout cas, c'est vrai que ça reste à nuancer de toute manière. Encore une fois, sortir des jeux en kit, c'est très malhonnête. De plus en plus d'éditeurs le font. Certains sont devenus même des spécialistes de cette chose-là. Et il n'y a rien de pire en déception que de s'acheter un super beau collector ou même le jeu de le payer 50 balles en magasin. Tu le rentres chez toi et puis il est buggé, tu peux pas avancer. Il n'y a rien de pire que ça en fait. Clairement, c'est vraiment se foutre de la gueule du fan. Donc encore une fois, au-delà de la consommation, je pense que c'est les méthodes de production qui sont plus... qui sont complètement délirantes en fait. Il y a tellement de jeux qui sortent, il y a tellement d'offres et de demandes que les mecs ils veulent être vraiment sur la brèche et sortir leur jeu directement et parce que au final ils ont un calendrier à respecter, il y a les bilans qui vont tomber, il y a les actionnaires derrière, ou même pas pour des petits jeux indépendants, ils ont besoin de vivre de ce jeu-là, donc faut qu'ils sortent à un certain moment également. Donc c'est très nuancé encore une fois, donc à voir. En tout cas, je pense que la période dans laquelle le jeu vidéo est actuellement, les services, tu l'as dit, la profusion de jeux, parce que là il faut quand même se dire que beaucoup de jeux sortent, les prix, la nouvelle génération, enfin tout ça, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se passent dans le monde du jeu vidéo et voilà, je pense que les consommations, enfin les méthodes, la façon dont les gens consomment le jeu vidéo va changer et au profit, moi je trouve, et c'est dommage, d'un média beaucoup plus consommable qu'il n'était avant, où on passait 6 mois sur un jeu, on le décortiquait, et là, voilà, je pense qu'on petit à petit, on s'écarte vraiment de ce format-là. C'est vrai qu'on les enchaîne. Pour certains, ils vont abandonner au bout de 10-15 minutes parce que le jeu va pas leur plaire, tout simplement parce que y a un autre jeu qui arrive juste derrière. Comme une série Netflix. Voilà, c'est ça, ou même se retrouver avec 3-4 jeux en même temps, et puis au final ils vont papillonner à droite à gauche, et en faisant plein de choses en même temps, on n'a pas le temps de les finir. Donc c'est des choses aussi qui restent à nuancer. Je sais que moi j'ai décidé, je vais quand même continuer à prendre du Day One pour certains titres, mais je vais ralentir, je vais en prendre moins. Je l'avais dit en début d'année, par un gros craquage que j'ai fait il y a quelques mois, mais là je réduis pas mal, parce que j'ai pas mal de jeux sur le feu, et pour essayer vraiment d'apprécier le jeu, et surtout d'être dans la bonne période pour le faire. Après, moi j'aime bien quelque chose, c'est parler, tu sais, quand tout le monde achète à peu près un jeu en même temps et que comme une série télé, tu vois, pouvoir débattre et échanger avec des gens sur ce jeu-là. Et c'est vrai que la proposition Day One dans le Game Pass, c'était aussi cool parce que tout le monde avait le jeu en même temps, on pouvait échanger dessus, on pouvait parler, t'as vu, il y a ça, moi j'ai fait ça comme ça et tout, et ça donne un aspect communauté qui est très très intéressant en fait et qui avait tendance à se perdre. Et voilà, c'est pour ça que faire un jeu 1 an après ou 2 ans après, voilà, je vais en parler, mais je vais être le relou qui dit ouais, t'as vu, c'est trop bien. Ouais, enfin bon, je l'ai fait il y a 2 ans, mec, tu vois. Donc c'est pour ça que je joue à Days Gone, je m'amuse beaucoup, mais au final, je sais que quand j'en parle, je vais en parler à des potes ou des choses comme ça. Enfin ouais, je te l'avais dit. Oui, c'est vrai, tu me l'avais dit, mais là en attendant, je m'éclate. Oui, mais je te l'avais dit. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Petite newsette pour moi, on va parler d'un jeu de cœur pour moi, donc Planet Coaster 2 a été annoncé, donc c'est Frontier Développement, donc responsable du premier Planet Coaster, bien sûr. Ils ont fait également Planet Zoo, qui est excellent, que j'ai acheté d'ailleurs sur Xbox, que j'adore, et les 2 Jurassic World Evolution, donc j'ai une préférence pour le second, et que j'adore également. J'ai passé des heures et des heures à faire mon parc à dinosaures et à les prendre en photo, enfin c'était du dino porn à ce niveau-là. Et donc là, ils ont annoncé un Planet Coaster 2, donc la suite tant attendue du simulateur de construction de parc d'attractions ou de parc à thème. Donc après le gros succès de Planet Coaster en 2016, parce que le jeu a raflé de nombreux prix, il est arrivé, enfin du moins, il a été élu comme la référence du genre, à juste titre. Et les fans sont ravis d'apprendre que cette nouvelle version sortira à l'automne 2024 sur PC, PS5, Xbox Series XS, bien sûr. Il y a quelques nouveautés majeures qui ont été annoncées, donc pour l'instant, on n'a que quelques bribes d'informations, mais déjà des choses intéressantes. On va pouvoir faire des parcs aquatiques, et ça, moi, ça va être le kiff absolu, parce que j'adore les parcs aquatiques en vrai, et le fait d'en faire dans mon jeu, ça va être trop bien, parce que c'est ce qui manquait aux anciens. Donc on aura des toboggans aquatiques, des piscines, qui font enfin leurs apparitions via le mode construction, bien sûr. On va également un système d'hôtel,
qui a été remanié avec une expérience plus immersive. On va construire intégralement nos hôtels, donc ce qui était le cas pour les attractions avant, mais là ça va être vraiment beaucoup plus poussé. Et en fait, on va avoir en plus un aspect gestion de ces bâtiments. Ah ouais, les critères de gestion également ont été améliorés, donc on a la propreté des allées, la maintenance des attractions, qui sont déjà des éléments importants à gérer, mais là cette fois ils vont ajouter une dimension stratégique supplémentaire au parc. Et un truc qui est plutôt cool, c'est des fonctionnalités communautaires. Donc le jeu propose un mode multijoueur complet. On va pouvoir partager la gestion d'un parc avec des amis, par exemple. Donc on va pouvoir faire un parc à plusieurs. Ça, c'est quand même trop cool. Il y aura également le mode franchise qui a été annoncé et qui permettra aux joueurs de s'affronter. Donc on va avoir 2 parcs, celui qui ramène le plus de gens, celui qui va avoir le plus d'argent, par exemple, ou le meilleur roller coaster. Et ben ça, c'est une composante qu'on n'a jamais eue dans les jeux de gestion de ce type. Moi qui jouais beaucoup à Theme Park quand j'étais gamin, c'est vraiment, je l'ai saigné ce jeu. C'était trop bien, Theme Park. Et vraiment, j'y jouais énormément, et c'est vrai que ça me manquait d'avoir un pote qui pouvait visiter ton parc, ou qui pouvait être en compétition avec ton parc d'attractions sur des thèmes similaires ou différents, par exemple. Carrément. Et bah ça, c'est une putain de bonne idée, en fait, et moi je suis très très content en tout cas, et j'ai la hype, et ça, tu vois, c'est un jeu que je vais faire Day One. Forcément. Ça, je comprends, ouais. Je vais même prendre le Season Pass avec toutes les petites conneries qu'on va pouvoir avoir pour améliorer son parc. Mais en tout cas, je suis chaud patate. Et ça fera une chronique un peu originale, parce qu'on n'a pas fait ce type de jeu vraiment en... Alors j'ai prévu Planet Zoo pour cet été, donc je vais déjà commencer sur Planet Zoo, tu vois. Donc derrière, je vais attaquer Planet Coaster en fin d'année, mais je vais me faire les dents sur Planet Zoo déjà. Mais c'est vraiment le genre de jeu qui aspire ton âme, qui aspire ton temps, qui te focalise. Enfin, moi, je sais que ça a vraiment, ces jeux-là sur moi, ça a un effet. J'arrive pas, franchement, j'ai arrêté de jouer à ça parce que je pouvais passer 7 heures dessus à jouer sans m'arrêter. Je confirme, Jurassic World l'évolution, j'ai passé tellement de temps à faire mes enclos, savoir quel dinosaure je mets avec qui. Ces jeux-là, c'est un délire. Hein. Je sais que moi, c'est chronophage de ouf, et j'ai vraiment hâte. Et puis les parcs d'attractions, c'est une passion chez moi, donc j'ai forcément envie de faire le meilleur roller coaster, quoi. Je vais t'emmener à Festiland pour ton anniversaire. Non, Festiland, j'aime pas, tu vois. Ah bon, je suis désolé si vous êtes des gens de Festiland et que vous nous écoutez, mais je m'ennuie. Après, je suis peut-être un peu vieux. C'est possible qu'il y ait des gens de Festiland qui nous écoutent. Bon, pour ceux qui ne sont pas normands, c'est un parc d'attractions sur le thème de la Normandie, un peu viking et tout, qui est très sympa. Donc voilà, on fait leur promo. Alors, dis de nom comme ça, c'est vrai. Mais non, franchement, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Je te propose, toi qui adores les parcs d'attractions, Kira, de nous engouffrer dans les mines de la Moria. Donc, 2 salles, 2 ambiances. Si tu voulais un petit truc un peu coloré avec une bonne musique, tu sais, de Barba Papa et tout, c'est pas trop le délire, mais... C'est plus ma chronique. Mais ça va plus être ta chronique en effet. Mais bon, c'est vrai que nous, la Taverne du Gamer, entre les jeux un peu obscurs, le rétro gaming, les jeux d'actualité 6 mois après la sortie, bah là aussi aujourd'hui je vous parle de Return to Moria, le jeu où il y a aucun test sur internet. J'ai rien trouvé. C'est vrai que j'ai rien vu là-dessus. Je voulais voir un petit peu qui en France avait chroniqué ça pour voilà, mais personne. Donc nous sommes peut-être les premiers, en tout cas on n'est pas nombreux. Donc le jeu est développé par Free Range Games. Donc c'est un studio qui fait et du support et des productions originales. Donc en tant que support, ils ont travaillé sur Callisto Protocol, sur Oddworld Soulstorm, qui est très bien un jeu qui faisait partie du line-up de la PS5. Oddworld en plus licence cultissime. Culte. Ouais. Et en production propre, donc ils ont Spell Drifter, que je ne connais pas du tout. Ils ont des jeux VR aussi, donc sur leur production originale, bon, c'est pas des trucs que je connais vraiment, mais peut-être que c'est très bien. Et et c'est édité par North Beach Game, à qui on doit 7 Days to Die, Stranded Deep, donc quelques petits jeux voilà qui ont fait un peu parler d'eux, mais on reste quand même... Ton accent aussi est un peu comme le mien, hein, il est un peu rouillé. Ouais, j'ai un peu chaud en plus là, il fait au moins 30 degrés. C'est vrai qu'il a fait très chaud. Ah, j'ai chaud aujourd'hui. Bref, au-delà du fait que j'ai très chaud, on va vous parler de ce jeu donc qui peut se jouer en solo, mais bon, en vrai, tout de suite, avant même que je déballe la chronique, je conseille pas en solo. En multijoueur, c'est un jeu de survie où il va falloir explorer les mines de la Moria, donc licence du Seigneur des Anneaux. Big up à mon fidèle acolyte avec qui j'ai fait ce jeu, ennuyé pendant des semaines et des semaines pour qu'on y joue. Il avait pas envie, et franchement ça va, il regrette pas trop, parce que c'est vrai qu'au premier abord, et tu le disais souvent Kira, premier abord il est pas très sexy le jeu, il fait pas rêver, mais voilà, quelques petites choses fait que ça peut marcher quand même. Donc ça, je vais vous le décrire. Mais surtout, licence Seigneur des Anneaux, bon,
Est-ce que voilà, le jeu porte bien son nom? Est-ce que dans la saga qui m'est chère, il trouve sa place, il est respectueux? C'est plutôt là-dessus. À voir si on est plus proche des Anneaux de pouvoir ou de la trilogie de Peter Jackson, quoi. Et bah très bien, nous allons en parler. Mais avant, la musique quand même. La musique, petite interlude musicale. Tin, tin, ta, ta, tin, ta, na, na. Pardon. Silver floor and runes of power upon the door. Avant de parler du jeu, je suis obligé, Kira, pas de parler du Seigneur des Anneaux parce que bon là, l'épisode va faire 3h50, mais plutôt de parler du Seigneur des Anneaux et le jeu vidéo. Parce que, et je fais pas ça parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur le jeu, peut-être que si un petit peu, mais aussi parce que franchement, je trouve, Kira, je sais pas si tu vas me suivre là-dessus, mais quand même le Seigneur des Anneaux, c'est une licence quand elle est adaptée en jeu vidéo, bah franchement ça va. Je vais citer des exemples et il y a quand même des... C'était par celui que j'avais terminé parce que pour dire contrebalancer sur le fait qu'il y a du pas ouf, mais on va être d'accord sur certains petits jeux. Si je te parle des excellents en action RPG, l'ombre du Mordor, franchement ces jeux-là. Oui. Et si l'ombre tu du peux Mordor, même l'ombre de la guerre, ouais. Donner la features qui fait que le jeu est vraiment très bien. Il y en a une à laquelle tout le monde ne pense, donc est-ce que tu peux le me mode donner? Nemesis, tout à fait, qui devrait être là normalement dans le prochain Wonder Woman, et j'espère, parce que c'est un mode qui est très cool, enfin du moins c'est une feature qui est très cool et qu'on voit pas, malheureusement. Et elle consiste en quoi? En gros, tu vas te battre contre un ennemi, tu vas le poutrer, et il va revenir, il va se rappeler de ce que t'as fait, il va évoluer physiquement et dans son jeu, en fait, pour en faire un antagoniste. Donc certains ennemis, tu peux leur trancher le bras, bah, il va revenir plus tard avec une espèce de prothèse un peu vénère, avec une nouvelle armée pour essayer de te décimer, et il peut arriver à n'importe quel moment. Donc tu vas être en train de t'infiltrer dans un camp peinard pour essayer de locher un ennemi un peu plus fort que toi, et bah eux, ils vont débouler comme ça à l'impro, ce qui va générer forcément des tensions supplémentaires, quoi. Donc super malin, et en plus le jeu au-delà de ça il est qualitatif, il est pas, c'est dans le Seigneur des Anneaux sans être trop opulent en easter egg, voilà, c'est vraiment un jeu très respectueux. Oui, puis ils ont pris quelques libertés avec Celebrimbor par exemple, mais qui sont justifiées par le gameplay, justifiées par le jeu, ce qui fait que c'est pas gênant. En tout cas moi ça m'a pas gêné. Je trouve la DA particulièrement cool, même si le héros est un peu fade et un peu lisse. Ça n'empêche que pour moi c'était deux grands jeux, et c'est dommage que le deuxième ait bidé, qu'il s'est pas fait de troisième. Autre excellente licence Seigneur des Anneaux, Bataille pour les Terres du Milieu. Donc on est tous les deux des très grands fans de ce STR. Donc là, ce jeu de stratégie en temps réel, où on peut jouer les deux camps, le Mordor et les gentils, si je puis dire. J'ai passé des journées complètes à jouer avec mon pote Nounours à ça. On se mettait des petits défis, donc on s'attaque pas pendant 30 minutes, et ça nous permettait d'écumer la map, préparer ses armées pour après aller fumer l'autre, et surtout essayer de choper l'anneau unique en douce. Donc c'était très très drôle, et c'est vrai que c'est un jeu qui me manque. Ouais, j'aime beaucoup, j'aimerais bien qu'elle revienne aussi cette licence. On a eu aussi des excellents jeux sur PS2, des jeux d'action, le Retour du Roi, le Tiers Âge, enfin il y a eu pas mal de très bons jeux, surtout le Retour du Roi je crois qui était le plus apprécié, même si les deux tours j'aimais beaucoup. Des jeux plus familiaux, donc les Lego. Pour moi les Lego Seigneur des Anneaux c'est parmi les meilleurs jeux Lego, après c'est parce que j'adore le Seigneur des Anneaux, mais vraiment je les trouve excellents. Pour avoir fait aussi ceux Star Wars, je préfère largement ceux du Seigneur des Anneaux. Il y a aussi des MMORPG, Seigneur des Anneaux Online, que j'ai pas mal farmé. Et donc globalement, c'est ce que je disais, la licence Seigneur des Anneaux, à part Gollum, oui c'est vrai, elle est assez riche en bons jeux. D'ailleurs, le tout premier jeu Seigneur des Anneaux, donc ça c'est Wikipédia qui me l'a dit, je savais pas. Est-ce que à ton avis, tu sais il y a combien de temps qu'il est sorti Oh, ça doit être un jeu qui est sorti sur Amstrad CPC ou vraiment sur les premières consoles de l'époque, ou les premiers sous DOS même limite. Ouais, c'est un peu ça. Il est sorti en 1976, donc je savais même pas qu'il y avait des jeux vidéo à cette époque-là, sur un micro-ordinateur qui s'appelait Plateau. Franchement, je connais pas. Et c'est un jeu qui s'appelait Moria. Et c'était un dungeon crawler déjà à l'époque, où un dungeon crawler, c'est on avance sur un damier, case par case, et on visite des donjons, on essaie de sortir de ces donjons. On est perdu dans des donjons, c'est pas facile. Sans crever, c'est extrêmement difficile. Donc c'était le tout premier jeu. Et là, nous revoici, donc tant d'années plus tard, pour Return to Moria. Donc,
qui prend place dans la jeunesse du Seigneur, dans le lore Seigneur des Anneaux au 4e âge. Donc après les films Seigneur des Anneaux qui clôturent le 3e âge, on est une compagnie de nains dirigée par Gimli qui veulent finalement rétablir la grandeur, rebâtir l'ancien royaume de Khazad-dûm. Donc qui, vous le savez, si vous aimez les films Seigneur des Anneaux et les livres aussi d'ailleurs, c'est un peuple qui s'est effondré, les nains de la Moria, et on voit même dans le Seigneur des Anneaux, à un moment où il traverse la Moria, c'est un passage très 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 culte, avec Gandalf qui dit vous ne passerez pas, le Balrog, tout ça. Voilà, pour vous imaginer un petit peu ça, Return to Moria se passe dans ces mines-là, les mines si légendaires du coup du Seigneur des Anneaux. Et franchement, tu vois, premier point je pense que c'est pas mal. C'est un bon terrain de jeu pour un jeu de survie, un jeu où le but, c'est se frayer un chemin, c'est de survivre, c'est de passer les jours et les jours. Tu vois, le théâtre des mines de la Moria, je trouve que c'est un excellent move, surtout que il est très iconique pour les fans du Seigneur des Anneaux. Et puis on est dans une zone hostile de chez hostile, donc du coup au final ça se tient. Ouais, donc ça, je trouve vraiment que c'est le premier bon move. Et en plus, pour les fans de Seigneur des Anneaux, encore une fois, c'est quelque chose qui parle vraiment. Mais par contre, il y a tout de suite quelque chose qu'il faut dire. Pour ce jeu, c'est un jeu assez claustro, je sais pas si ça se dit pour un jeu, mais on n'est pas dans le Seigneur des Anneaux grandiloquent avec les grandes batailles. Ouais, on n'est pas du tout dans ce pan du Seigneur des Anneaux qui est le côté tout très épique. Là, on n'est vraiment pas là-dedans parce que le jeu, finalement, je l'ai un peu résumé rapidement, mais pour vous en dire un peu plus... c'est bagarre dans les mines, quoi. Bagarre, pas trop non plus, parce que les mines, déjà, il faut frayer un chemin dans les mines. Donc, on va passer quand même pas mal de temps à creuser avec notre petite pioche, parce qu'on a un mine, on a un nain, pardon, donc on va creuser. Dans les mines, il fait froid, donc il faut se réchauffer, il faut faire du feu. On va avoir la dalle. Les nains, vous savez qu'ils aiment bien la bière, à consommer avec modération évidemment, mais ça picole. Donc il va falloir creuser pour obtenir des ressources plus ou moins rares, cultiver, chasser, cueillir, cuisiner. Il faut se faire des plats et les bons en fonction des explorations qu'on veut faire. Il faut se construire des abris, parce que là, tu l'as dit, c'est hostile, c'est très hostile, et nous ne sommes qu'une petite poignée de nains face à tous ces gobelins. Il faut se fabriquer des armes, il faut se fabriquer des équipements, parce que vraiment, c'est un jeu de survie avant même d'être un jeu de baston. Tu vois, on n'est pas dans un jeu d'action, on est vraiment dans un jeu de survie. Et tu te crées ton nain de A à Z ? Tu te crées ton nain de A à Z, sauf que l'éditeur de personnages, voilà. Il est... Est-ce qu'on peut créer des naines ? On peut... Franchement, je sais même pas. Je pense Est-ce qu'on peut leur mettre de la barbe ? J'espère que oui, parce qu'on est quand même en 2024, donc, et puis les femmes naines ont la barbe. Et puis les nains sont très diversifiés aussi, donc je pense que oui, mais j'avoue, j'ai pas... Moi, si tu veux, je suis rentré direct, j'avoue, dans le stéréotype du nain. J'ai fait un petit nain, un nain trapu, roux, grosse beubare, voilà. Enfin, j'ai fait le nain, quoi. Donc, et tu l'as appelé Bombure. Et je sais même plus comment je l'ai appelé. Non, je l'ai appelé Sidolphus. Sidolphus. Ouais, franchement, ça va, non ? Tu valides le pseudo ? Ah ouais, je valide le pseudo. Ouais, je valide. Sidolphus, c'est juste que j'imagine le site charismatique de Final Fantasy XVI en nain roux au fond de la Moria. C'est deux salles, deux ambiances, quoi. Bon, écoute, j'ai fait comme j'ai pu avec l'imagination du moment. Je voulais rester dans le thème de Sid. Bref, l'idée n'est pas là, le propos n'étant pas là. Je l'aurais appelé Sidouné, moi. Sidouné, ouais. Kiki Sid, enfin bref. Donc nain oblige, je reprends le fil de ma chronique, il faut faire du crafting, il faut construire des choses, donc ça plutôt bon délire, encore une fois, on est vraiment on est un nain, on doit concevoir nos objets, on peut aller jusqu'à faire des armes légendaires avec les matériaux les plus rares que l'on va trouver, parce qu'on va beaucoup miner, et plus on va aller en profondeur dans les mines de la Moria, plus vous aurez des gemmes, des minerais rares pour concevoir des équipements toujours de plus en plus puissants et légendaires, et ça pareil, j'ai bien aimé cette partie-là, que j'ai trouvé assez stimulante, tu vois, de toujours découvrir des nouveaux trucs. Les minerais, finalement, ça correspond un petit peu aux différents étages de la mine. Donc voilà, de plus en plus loin, on récupère des minerais de plus en plus rares. Et aussi, ils ont fait quelque chose qui, pour moi, a changé mon expérience de jeu quand même, Kira, qui est la pierre de téléportation. Et je pense qu'il le fallait, c'est vraiment l'outil anti-frustration du jeu. Parce qu'en fait, à un moment, enfin,
à tout moment, tu peux te créer un foyer et vraiment commencer à aménager ton truc. Moi, j'avoue, j'étais vraiment ma petite fée du logis où je faisais une déco du top, sauf que ton abri, à un moment, tu l'abandonnes pour aller plus loin dans la mine et tu n'y reviens pas. Donc, avec les pierres de téléportation, quand même, tu peux relier tes abris entre eux. Et ça, heureusement, parce que quand j'ai passé 5 heures, si tu fais, à faire ma petite déco, mes jolis petits lits et tout, mes belles petites torches, enfin, faire un truc sympa, si c'était pour l'abandonner toute la partie, j'aurais été un peu écœuré. Donc, voilà, si tu veux, c'est assez diversifié ce que l'on a à faire, mais je pense que face au ténor du genre, parce que des jeux de survie, on en a vu énormément, et celui-ci arrive un peu tard, parce que les jeux de survie, c'est quand même un peu moins à la mode, on va dire que ça fait le job. En termes d'ergonomie, c'est OK. En termes de profusion de choses qu'il y a à faire, c'est OK. Par profusion, j'entends les armes, les armures, la décoration et tout, mais je pense que jamais le jeu il casse vraiment les codes. Je suis pas un expert du jeu de survie, mais si tu veux, c'était pas transcendant. C'était efficace, sans en faire de trop. Ça fait le taf, quoi. Voilà. Bon, le Seigneur des Anneaux, c'est du dépaysement avant tout aussi. Enfin, moi, c'est ce que j'aime. Et là, si tu veux, c'est pour moi un des points les plus chauds du jeu, sur lequel c'était le plus casse-gueule, si je puis dire. Parce qu'à un moment, quand tu dis à tes joueurs, bon, bah, vous allez passer 20 heures dans des mines, bon, on sait en plus que les joueurs, souvent, ils aiment pas trop les niveaux avec des mines. Là, le jeu, c'est dans les mines. Donc, c'est un petit peu chaud. Donc, surtout que le Seigneur des Anneaux, encore une fois, c'est de la diversité, on voit plein de paysages, on voit plein de choses. Moi, je t'avoue, c'est ce qui me refroidit, parce que j'aime bien les vastes paysages, les extérieurs et tout. Et bah, forcément, enfermé dans des mines tout le temps, c'est pas vraiment le cas, quoi. Ouais. Non, c'est pour ça que je dis, c'est certainement le point le plus chaud pour le jeu. Donc, les mines de la Moria, c'est sous les montagnes de brume. En plus, c'est, encore une fois, je l'ai dit, l'endroit légendaire, où dans le Seigneur des Anneaux, ils récoltent le mithril, hein, qui est de l'argent, qui est appelé le vrai argent d'ailleurs, ou l'argent de la Moria dans le Seigneur des Anneaux, qui est le minerai le plus précieux, qui sert à forger, d'ailleurs, petite fun fact, enfin vous le savez certainement, c'est connu, mais la cotte de maille de Bilbon, elle est faite, Bilbon, et d'ailleurs qui lègue à Frodon Sake, pour aller déposer l'anneau au Mordor. Elle est faite en mithril, donc c'est vraiment un des minerais les plus rares. Aussi l'anneau de Galadriel d'ailleurs, Nanya, qui est fait en mithril. Donc si tu veux, ils ont choisi le bon lieu, mais ça ne suffit pas, parce qu'il y a vraiment cette question de variété. Et donc moi j'ai ressenti, c'est vrai, parfois une certaine lassitude dans les niveaux, parce que c'est terne, parce que c'est sombre, parce qu'il fait froid, parce qu'en plus c'est un jeu de survie, donc tu galères. Et moi, j'aime ça dans le Seigneur des Anneaux, j'aime la diversité des lieux et tout, et là, on est bloqué dans les mines, aussi légendaires qu'elles soient, mais il y a quand même, il y a des volontés, si tu veux, des développeurs, ils sont conscients de ça, donc ils te rajoutent, par moment, tu vois, tu vas découvrir un grand jardin, le jardin des elfes, et là tu dis ah c'est joli, il y a des arbres et tout, c'est lumineux, il y a un puits de lumière. Oui, ils arrivent à renouveler un peu l'intérêt par moment, quoi. Ouais, ils y arrivent, mais c'est peut-être, je trouve, pas suffisant, parce que, d'ailleurs c'est un point que j'allais évoquer plus tard, mais je peux le faire maintenant, c'est que les niveaux finalement, je trouve qu'il manque un peu de liant, et il manque surtout de PNJ, parce qu'on est vraiment extrêmement seul dans ces mines, avec notre pote, et donc j'imagine même pas à jouer en solo, et en fait, ça a quand même du mal à se renouveler au bout de 20 heures, je crois qu'on a fait 20-25 heures sur le jeu. Voilà, tu éprouves quand même, malgré les efforts des développeurs, à un moment tu arrives dans un endroit où il y a plein de champignons très colorés, très magnifiques, mais bon, voilà, ça va 5 minutes, si tu veux, c'est pas suffisant en tout cas, je trouve, pour apporter de la variété. Il y a 5 grandes zones dans le jeu, il est pas très très long, il est pas très grand, et il faut reforger la hache de Durin, donc récolter les différents éléments de la hache pour arriver au bout. Donc voilà, un des points chauds qu'ils ont traité comme ils pouvaient. C'est pas exceptionnel, mais bon, ça fait quand même le job. Avant la conclusion, Kira, faut que j'en parle, mais ça va être très rapide parce que c'est... Voilà, le Seigneur des Anneaux, c'est aussi des grandes batailles, donc là, vous n'allez pas vivre de grandes batailles, je vais pas vous spoiler. Les combats sont pas incroyables, ils sont même pas terribles du tout, parce qu'on tape, on esquive et on bloque, c'est à peu près tout. Il y a des combats de boss qui sont pas non plus géniaux. Foufou, en fait, quoi. Ouais, non, pas foufou. J'ai vraiment, moi, je vous le dis en fait, concrètement, là où j'ai pris du plaisir sur le jeu, parce que franchement, j'ai passé 25 heures quand même dessus, on a bien rigolé, on est tombé dans des trous, enfin bref, il y a des éléments extrêmement cocasses quand même à faire dans le jeu, des constructions et tout. Moi, j'ai aimé le crafting, j'ai aimé faire des abris, j'ai aimé récolter, découvrir des nouveaux lieux, découvrir des nouvelles ressources. Vraiment contre, la partie survie, quoi. Ouais, vraiment la partie survie où tiens, faut qu'on mange ça, faut qu'on récolte ce truc-là et tout, tu vois, on va se faire à cuisiner, on va se faire à bouffer.
Enfin bref, j'ai l'impression... Quand on a un bon binôme, c'est super cool ça. Ouais, quand on a un bon binôme... Quand on arrive à se mettre d'accord sur les tâches à faire, comment on avance, c'est... À la base, le concept marche super bien. Bah, moi, j'étais la petite fée du logis. Je faisais la cuisine, la popote, la déco, je nettoyais, je rangeais bien tout correctement. Sidélina. Mon comparse, lui, il allait mourir en boucle contre les gobelins parce que forcément, comme j'étais pas là, il avait un peu de mal. Oh, toi, tu jouais avec Ninus. Oui, voilà, tout à fait. Tu as grillé. Bonjour, Ninus. Il aime bien foncer tête baissée, sauf que là, il faut jouer à plusieurs. Bon, bref, on va pas faire son procès, le pauvre en plus, il nous écoute. Mais je pense que ça fera rire. Parce que, oui, on t'embrasse. Mais quel que soit le jeu, il aime bien aller foncer tête baissée. Ça marche pas à tous les coups. Et là, ça marche pas vraiment dans ce jeu-là, parce que ça reste un jeu de coop. Mais voilà, on avait chacun nos rôles. On a beaucoup rigolé quand même. Mais il a des lacunes, ce jeu. Pour moi, les lacunes sont d'un point de vue gameplay, d'un point de vue combat, plutôt que gameplay, vraiment combat. Et la difficulté quand même que le jeu a renouvelé un petit peu l'expérience sur la durée. Tu découvres des belles zones, tu fais waouh, machin, mais ça dure pas vraiment, tu t'extasies pas longtemps, quoi. Ouais, je vois. Donc, en conclusion, Return to Moria est un bon jeu de survie. Mais vous voyez, je n'y mets pas, voilà, c'est pas du tout le ténor du genre. Il n'est pas très innovant de ce que je connais des jeux de survie. Il n'est pas non plus très beau. C'est vrai que j'ai pas parlé de la technique. Il n'est pas incroyable. Il fait les choses correctement. Mais par contre, j'ai senti l'âme du Seigneur des Anneaux quand même. J'étais content. J'ai retrouvé on y était quand même, les mines de la Moria. Je pense que le fait que je sois extrêmement fan du Seigneur des Anneaux aide, parce que c'est un lieu qui est... C'est la question que j'allais te poser justement. Est-ce que le skin du Seigneur des Anneaux, c'est ça qui fait que ça a marché sur toi? Et je pense qu'on serait indifférent du Seigneur des Anneaux. Le jeu aurait aucun intérêt. Vraiment. Donc je veux pas lui faire un procès trop violent, parce que je pense qu'ils ont fait les choses bien et avec cœur, et c'est plutôt bien fait. Et en plus, ils ont certainement des moyens limités. Enfin, voilà, ils ont peut-être été limités par leur budget, tout à fait. Donc, avec franchement plus de moyens, meilleure modélisation des lieux, les monstres, le système de combat un peu plus pointu, en fait, on tenait vraiment quelque chose d'extrêmement bien. Donc là, le jeu est efficace, il fait les choses correctement. Il est plaisant à plusieurs, hein, vraiment, il faut, je pense, être à plusieurs. Et j'allais conclure là-dessus. Je pense que oui, si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, allez-y. Je l'ai payé 20-25 € je crois le jeu. J'étais dans la Moria, c'est un lieu qui est incroyable pour nous qui sommes fans d'essayer de revivre Khazad Dûm. Mais si vous n'êtes pas un grand fan comme moi, vous pouvez passer votre chemin. Voilà. Mais je veux pas être trop dur avec les devs. Encore une fois, je pense qu'ils ont fait de leur mieux. Donc t'as dit le jeu il était disponible partout, enfin du moins il est disponible pour l'instant sur PlayStation 5, j'ai vu qu'il allait sortir sur Xbox et sur Steam bientôt, ouais. Et 20 €, c'est ça? Ouais, 20-25 € je crois que je l'ai payé dans ces eaux-là, donc c'est pas excessif en plus. Oui, franchement, oui, c'est clair. Bon Kira, c'est le moment feel good, toute choupinette de la chronique, c'est le moment, c'est quoi, c'est Vice Versa 2, c'est ça que tu vas nous faire? C'est ça, je vais parler de Vice Versa 2, un anime que j'attendais beaucoup. C'est un Pixar, ouais, tout Pixar. À fait, qui est actuellement au cinéma, qui est en train de cartonner parce que c'est le premier film de l'année à avoir passé le $1 milliard. Donc c'est quand même ça faisait longtemps que Disney ça leur était pas arrivé. Et Furiosa, il est passé du coup d'une à Serpion. Furiosa, il a même pas atteint, il a même pas remboursé son budget, le pauvre. Eh ben écoute, interlude musical et on t'écoute. C'est parti. C'est parti. Vice Versa est une suite attendue, et c'est un euphémisme qui plonge encore plus profondément dans l'univers émotionnel de la petite Riley, maintenant adolescente. Mais est-ce que cette suite était-elle nécessaire? Eh ben, je vais essayer de répondre à cette question, en tout cas pendant cette chronique. Est-ce que toi tu as vu le premier Vice Versa? Je n'ai pas vu le premier. Attends, je crois pas. C'est pas le truc, c'est ce truc avec les émotions ou pas? Je sais plus. C'est le truc avec les émotions, tout à fait. Ah bah si, j'ai vu le premier, voilà, j'ai vu le premier. Et ça m'a laissé un souvenir indélébile, tu peux t'en rendre compte, je crois. Moi, je vois ça. Parce que pour moi, le premier Vice Versa est un chef-d'œuvre, comme je te le dis, à mes yeux en tout cas. J'attendais donc cette suite avec impatience. La genèse de ce projet a même commencé peu après le succès du premier film, qui est quand même sorti en 2015. Ça commence à faire un bout quand même. Pour rappel, il a été acclamé pour sa représentation innovante et attachante des émotions humaines. La suite est réalisée par Kelsey Mann. Je ne le connais pas du tout, ce monsieur. A priori, c'est un petit nouveau de chez Pixar. Je crois qu'il avait fait, je sais plus, il a dû faire, je l'avais noté en plus, mais je l'ai effacé sans le faire exprès, mais il avait fait juste un film chez Pixar juste avant, et ça me faisait peur, parce que c'était Pig Doctor qui avait réalisé le premier Vice Versa, et il avait su vraiment gérer cette partie émotionnelle, et j'avais peur que ça soit un peu la suite mercantile. Ok.
Ce film se concentre donc sur Riley, maintenant adolescente, et l'arrivée des nouvelles émotions dans son esprit, telles que anxiété, embarras, ennui et envie. Ces nouvelles émotions provoquent un bouleversement majeur au quartier général des émotions, où joie, tristesse, colère et peur, ainsi que dégoût, doivent s'adapter à ces changements si elle ne veut pas être refoulée à tout jamais. Tu vois. Donc je vais éviter de trop spoiler, donc je ne vais pas donner plus d'informations sur le scénario. Si vous n'avez pas vu la bande-annonce, il y a quelques surprises. L'une des forces majeures de Vice Versa 2 réside dans l'introduction donc de ces nouvelles émotions, alors que le premier film se contentait principalement des émotions, on va dire, basiques chez les enfants, donc les 4 émotions de base. Cette suite enrichit le paysage émotionnel de Riley avec des émotions bien plus ambiguës et moins binaires, montrant le changement émotionnel du début de l'adolescence. Ces nouvelles émotions sont magnifiquement représentées, chacune apportant une dimension supplémentaire à la complexité des relations sociales. Par exemple, j'ai l'anxiété, véritable personnage principal du film. Elle est dépeinte avec une sensibilité qui permet au spectateur de comprendre les défis auxquels Riley est confrontée alors qu'elle navigue dans les eaux troubles de l'adolescence. J'ai même vu la représentation d'une crise d'angoisse en dessin animé, ce qui est quand même assez fort et qui est très crédible. Je sais pas si vous nous écoutez, vous avez déjà eu des crises d'angoisse. Moi, ça m'arrive de temps en temps. Et c'est vrai que j'ai exactement ressenti ce qui se passait en tout cas en vrai, ce qui était assez fou. Le personnage de Riley est davantage mis en avant également dans Vice Versa 2. Le premier se passait essentiellement dans son esprit, là on va l'avoir beaucoup plus. Son développement est traité avec une profondeur assez remarquable. Le film capture parfaitement les hauts et les bas de l'adolescence, une période marquée par les changements rapides et souvent déroutants. Elle est confrontée à des défis typiques de son âge, les amitiés qui évoluent, les premiers amours, la quête de l'identité, voilà, ou l'intégration aussi dans un nouveau groupe de personnes. Le film montre comment ces émotions internes réagissent à ces expériences, offrant une perspective unique à la manière dont nous gérons les sentiments pendant cette période tumultueuse. Les 4 premières émotions sont toujours de la partie, mais elles sont davantage en retrait pour laisser place à tous ces chamboulements. Riley est présentée comme une petite fille courageuse et résiliente, capable de surmonter des obstacles avec l'aide de ses émotions. Le film met en avant sa capacité à apprendre de ses expériences et de grandir malgré les difficultés. Les interactions entre Riley et ses émotions sont à la fois touchantes et instructives, montrant comment elle parvient à trouver un équilibre entre les différentes forces et doutes qui la traversent. On a également des nouveaux lieux de la psyché de cette petite fille qui sont, du moins de cette adolescente, qui sont très bien pensés, comme la fameuse zone des secrets inavouables, qui est assez rigolote d'ailleurs, ou même un lieu plus spirituel qui définit sa personnalité via ses expériences de vie passée, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et il y a tout un sous-texte là-dessus où en fait, sans vraiment spoiler, on va avoir Joie qui va essayer de mettre que des petites boules joyeuses en expérience pour qu'elle ait une personnalité joyeuse, sauf qu'en fait ce qui fait vraiment la personnalité d'une personne, c'est pas forcément que les bons moments dans la vie en fait. Ouais, et ça j'ai trouvé que c'était assez c'est touchant, ça. assez bien dosé, assez touchant, tout à fait. Et est-ce qu'on voit, tu me dis, j'ai des souvenirs assez vagues du premier, mais on voyait un peu dans la tête du personnage comme dans un cockpit où les émotions elles se battaient un peu, c'est un peu toujours la même représentation? Alors oui, sauf que le cockpit a changé, Riley grandit, il y a d'ailleurs une scène qui est assez marrante où d'un coup, puberté, ils appuient sur un bouton puberté et là boum, il y a plein de mecs qui déboulent à l'intérieur, ils vont tout péter, ils vont remettre un nouveau cockpit, ils vont donc voilà, ça crée un espèce de petit gag assez sympathique. D'ailleurs, ça tombe bien que tu en parles parce que l'équipe de Pixar a maintenu le style joyeux et coloré du premier film tout en créant des designs uniques pour les nouvelles émotions en fait, dont le changement de cockpit, bien sûr, mais on va aussi retrouver ce nouveau personnage comme Anxiété, qui est représenté en orange avec un look de Muppets et des cheveux qui partent dans tous les sens, avec des gros yeux globuleux. Pourquoi l'orange ? C'est une couleur que je trouve quand même assez vibrante, qui symbolise bien son caractère nerveux et constamment en mode lutte ou fuite. Elle est doublée par Dorothée Pousseau, donc qui est connue pour le doublage d'Harley Quinn. Donc c'est une voix très représentative et qui colle bien au personnage. J'adore cette doubleuse, ouais. Elle est très cool. Et puis ça va vraiment avec ce perso qui part dans tous les sens et qui a des moments, on a l'impression qu'elle est... d'ailleurs il y a un gag là-dessus, mais on a l'impression qu'elle est sous Red Bull H24. On a également un autre personnage, donc c'est pas celui que j'ai le plus apprécié en fait, mais c'est Ennui, pour donner un exemple, qui a un look un peu à la française, tu sais, le cliché avec il a un béret long. Ouais, il a limite un béret à un moment et tout. Une et baguette. il est doublé par Adèle, ouais. C'est vrai, en plus il a une espèce de marinière. Et il est doublé par Adèle Extratopoulos. Je déteste les marinières.
Ah, moi aussi, je supporte pas ça, je trouve ça très moche. Sur certaines femmes, ça peut être joli, mais en tout cas, sur un bonhomme, je suis pas des plus habitués. Désolé si vous adorez les marinières, quand même. On sait jamais. Voilà, tous les goûts sont dans la nature, sachez qu'on vous hait. Et c'est de l'humour, hein, bien sûr. Donc on va retrouver aussi d'autres personnages. On a Envie qui est joué par une petite fille qui a envie de tout en fait, hyper pétillante, qui saute partout. On a le personnage aussi de Anxiété qui est un espèce de gros comme un gros nounours un peu, qui est toujours caché dans son sweat à capuche. Et du coup ces émotions sont très très bien représentées et au premier coup d'œil ça match en fait. On arrive vraiment à les reconnaître. Il y a également le choix des couleurs et des designs qui ont été soigneusement pensés pour refléter les caractéristiques spécifiques de chaque émotion, tout en s'intégrant harmonieusement avec les personnages existants du premier film en fait. Je vais conclure maintenant, donc Vice Versa 2, c'est une excellente suite au film original, bien qu'il ne parvienne pas tout à fait à égaler la magie du premier film. Il offre une exploration riche et nuancée de l'adolescence et des émotions qui l'accompagnent. Les nouvelles émotions introduites apportent une profondeur supplémentaire à l'histoire et le développement de Riley est traité avec une sensibilité, une authenticité qui toucheront les spectateurs de tous âges. Je sais que moi ça m'a rappelé beaucoup de passages de mon adolescence en tout cas. C'est un film que je conseille, si vous avez vraiment kiffé le premier, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est un film qui sait captiver, émouvoir, tout en offrant une réflexion profonde sur la nature de nos émotions. Je pense qu'ils ont un boulevard pour faire d'autres films s'ils le souhaitent, clairement, parce que dans la vie on passe par pas mal d'étapes. Il y a des nouvelles émotions plus on va dire plus nuancées qui peuvent arriver au fil du temps. Et moi j'aimerais bien avoir un Vice Versa 3 par exemple, surtout qu'ils nous tissent quelque chose à la fin qui pourrait être assez rigolo avec les fameux secrets inavouables en tout cas. Donc voilà, c'est un film que je vous conseille, il est actuellement au ciné. Mais en fait, je pense qu'il faut qu'ils aillent... Enfin, je trouve ça très bien, du coup, le concept. Ça m'a donné envie. Je trouve l'idée super maligne d'avoir suivi l'héroïne dans une nouvelle étape de sa vie. En vrai, il devrait pousser le concept à fond jusqu'à faire des films, jusqu'à sa vieillesse, parce que je trouve on traite tout le temps l'adolescence, on traite tout le temps l'enfance, mais on oublie toujours les personnes âgées qui aussi ont leurs épreuves, leurs doutes, et je pense que il devrait aller jusqu'au bout de la vie de ce personnage, peut-être même jusqu'à son décès, ce qui serait dramatique, mais en fait ils tiennent un truc. Et est-ce que Disney aura... non, ils l'auront pas, c'est certain. J'allais dire un truc. Après, le film cartonne. Donc ils peuvent très bien faire une suite, surtout qu'en plus j'ai volontairement pas parlé d'une émotion supplémentaire qui fait quelques petites apparitions à certains moments, et le principe c'est que cette émotion là est là trop tôt. Donc à chaque fois on lui dit non t'as rien à faire ici, rentre, va ailleurs en fait. Okay. Et du coup c'est assez rigolo parce que ça tease éventuellement d'autres étapes de la vie de Riley. Et moi je sais que c'est un bon moment feel good. Je suis passé moi également par plusieurs types d'émotions, l'anxiété, la joie, j'ai rigolé. Il y a des moments ça m'a rendu un peu triste et je me suis pas mal projeté dans ce personnage. Et c'est vrai qu'au départ moi je voyais Vice Versa comme le premier d'une trilogie spirituelle de Pixar que j'aime beaucoup, où on avait Vice Versa, Coco, et derrière on avait Soul, le premier traitant donc des émotions, le second traitant de la famille et de l'héritage, et le troisième tout simplement de l'âme en fait. Et ça c'était quelque chose qui m'avait beaucoup plu, et j'avais peur que rajouter un Vice Versa 2 allait casser cette dynamique sur ces trois films que je vois moi comme un tout, et au final pas du tout, ils s'incluent parfaitement dans cette thématique. Et contrairement aux suites Pixar où j'ai beaucoup été déçu des dernières suites Pixar, même si on en a d'excellentes, mais c'est des anciennes. On va retrouver Toy Story 2, par exemple, qui est très très bien, ou même Toy Story 3, qui est fantastique. Mais à chaque fois qu'ils en ont fait plusieurs, Pixar, Monster Academy, par exemple, qui était vraiment pas bien, il y a toujours eu cette déception, et moi j'avais peur qu'on égratine mon Vice Versa, en fait, comment j'ai vécu le premier Vice Versa. Et c'est pas le cas du tout, en fait. C'est vraiment, vraiment cool. Et ils ont raconté des choses différentes, donc c'est vraiment pas une suite inutile, et je peux que vous conseiller de foncer. On voit qu'en effet, les émotions, ça te parle, toi qui as un petit cœur d'artichaut. Moi, c'est vrai qu'avec mon cœur de pierre, j'avoue, ce film, je pense que comme le premier, il me laissera de marbre. Mais par contre, j'ai une question existentielle, Kira. Ouais.
Est-ce que je me marre avant même d'avoir posé ma question. Je sens la connerie. Non, est-ce qu'on peut regarder le 1 et le 2, enfin on peut commencer par le 2 et regarder le 1 après, ou vice versa, enfin dans quel sens faut regarder les... Alors oui, on peut très bien regarder le 2 et comprendre le film parce que okay. C'est suffisamment clair, et vice versa. Après c'est dommage, hein. C'est comme si tu commençais par les 2 tours. Non mais laisse-moi apprécier ma blague, je l'ai préparée pendant toute ta chronique, voilà. Ah ouais, mais je vois ça, je suis sûr que t'as même préparé quand je t'ai envoyé la musique avant, t'as dit oh putain je vais la faire. Je vais faire ma petite blague et vice versa. Non bon, en tout cas merci beaucoup Kira pour cette belle chronique. On voit que le film t'a touché en plein cœur, donc c'est beau. Est-ce que tu as des petits big up d'ailleurs pour rester dans l'émotion et l'amour? Non, je n'ai pas de big up à faire, je t'avoue, j'ai rien noté cette semaine. Bon, comme d'habitude, je suis un peu le mauvais élève du big up. Bon, j'en ai pas noté beaucoup non plus, j'ai noté Arme 10 avec plein de petites émoticônes, donc qui simplement, en toute sobriété, bravo, je vous adore. Bah écoute, merci, on t'adore. Merci, voilà, c'est gentil, on t'adore aussi. On t'adore aussi, voilà. Alan99 sur Insta, une personne extrêmement gentille avec qui on partage pas mal, donc big up à toi. Et c'est à peu près tout ce que j'ai noté pour aujourd'hui. Donc j'avais pas trop fait mes devoirs non plus, j'avoue. Après, tu as une semaine chargée à ta décharge. Ouais, voilà. Bah écoute, je te laisse conclure cet épisode en beauté. Peut-être nous teaser de quoi tu vas parler la semaine prochaine ou pas. Enfin bref, je te laisse le mot de la fin. Alors, en attendant, ce fut un plaisir d'animer encore une fois cette émission avec toi. Bien sûr, allez voir des films, jouez bien, c'est important. Profitez du soleil si vous en avez, parce que chez nous, c'est trop bizarre. On a l'impression que quelqu'un a lancé une partie de Jumanji où d'un coup, il y a un super soleil et 2 heures après, c'est la mousson. J'ai jamais vu un temps changer comme ça, en tout cas, donc profitez bien. Allez voir des films, lisez des livres aussi, parce que les livres, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que ça reste quelque chose d'assez assez intéressant. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. À la semaine prochaine. Ciao.